Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Ravi de vous retrouver pour la première de la semaine. On est le lundi 4 décembre 2023. On est en direct avec vous sur Canal Algérie jusqu'à 11h30. Merci en tout cas à vous d'être présents avec nous en direct, voilà. Et vous pouvez participer à l'émission en nous appelant tout simplement au numéro qui va s'afficher tout au long de l'émission sur votre écran et on va vous le rappeler bien sûr. Alors, on parle du sida aujourd'hui. Comme vous le savez, le vendredi était le 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le sida. Alors, une date qui nous rassemble aujourd'hui pour mettre en lumière deux réalités, souvent voilées dans le silence. Le VIH-sida et ses liens avec la santé mentale. Le thème du jour, sida et bien-être mental, parlons-en. Côté rubrique, alors, le mois de décembre est synonyme aussi de fin de premier trimestre. Fin de premier trimestre qui veut dire examen. Et cette période peut être très anxiogène pour les parents et comme pour les enfants aussi. Alors comment passer cette période en toute sérénité? Des conseils pratiques tout à l'heure avec une psychologue. Et pour finir bien sûr la rubrique de Wahida Salim Chif qui est dédiée à la Palestine comme vous le savez et elle va nous parler de Tarwida Falastiniya. Qu'est-ce que c'est exactement? Vous le saurez en fin d'émission. Voilà en tout cas le programme qu'on vous propose pour aujourd'hui. On se retrouve juste après le générique. Alors, le VIH-Sida, bien qu'ayant fait d'énormes progrès dans la compréhension et la prise en charge, il reste comme un défi mondial. Cette maladie va au-delà du physique, touchant également les aspects psychologiques de ceux qui vivent avec. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'impact de la maladie et de la maladie sur la santé mentale. Et bien sûr, nous attendons vos questions, vos témoignages au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. En tout cas, les spécialistes qui sont sur le plateau aujourd'hui avec nous, ce sera un plaisir de répondre à vos questions et de recueillir bien sûr vos témoignages. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Dr Samia Fekrache, vous êtes psychologue et directrice générale d'un centre de recherche et d'application psychologique. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mounia, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices et merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Le plaisir est partagé comme à chaque fois. Et avec nous aussi Dr Béchir Benhadj, vous êtes médecin généraliste et addictologue. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Mounia et je remercie toute l'équipe pour cette participation et cette invitation. Merci. Et avec nous aussi Monsieur Mehdi Rayan Abbas, vous êtes président de l'association SOS SIDA et maladies infectieuses. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Alors bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette invitation. Ben, je suis là. Alors, on parle du sida aujourd'hui. C'est une maladie, on va dire que c'est en quelque sorte la maladie de la honte. Est-ce que, enfin, elle est perçue comme la maladie de la honte, on la considère comme la maladie de la honte. Est-ce que les mentalités ont changé aujourd'hui? Vous travaillez vous êtes dans une association, donc vous êtes en contact avec les gens, vous êtes en contact avec les personnes qui sont atteintes. Est-ce qu'elle est toujours perçue comme maladie de la honte? Est-ce que c'est toujours tabou d'en parler? Alors, jusqu'à maintenant, je travaille avec plusieurs associations. Oui. Avant de créer ma propre association, j'ai fondé ma propre association. Et je vous assure, ça reste toujours un fléau, un tabou. Ça reste toujours... ils ne connaissent pas c'est quoi cette maladie, la maladie de la honte et tout, jusqu'à maintenant. Ouais. Il y a des préjugés aussi. Oui. On n'est pas suffisamment informé, on ne connaît pas forcément la maladie. On stigmatise les personnes, on se dit... Cette personne-là a le VIH, je ne veux même pas la toucher alors qu'on sait très bien que la transmission ne se fait pas par le toucher, par exemple. Vous savez, quand on est mal informé, donc on est vulnérable. C'est le cas. On ne connaît pas c'est quoi le VIH ou bien le sida, donc c'est un refus carrément. D'accord. Ouais. Donc en général, on ne veut pas en parler, on ne veut pas être en contact avec une personne malade, on ne veut pas en entendre parler, tout simplement. Oui, oui. Tout court. Tout simplement. Tout simplement, c'est ça. Alors, docteur Samia Fekrache, c'est vrai que cette maladie est aussi toujours perçue comme la maladie de la honte. On a l'impression que c'est tabou, qu'il ne faut pas en parler, que... Exactement. Disons que c'est un phénomène très, très culturel chez nous.
tout ce qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, reste dans le cercle du tabou, reste dans le cercle des messages contraignants. Ah non, il ne faut pas en parler. Ah non, il faut pas lever le voile sur cette question. Et on a beaucoup de préjugés qu'on a hérité de génération en génération. Le sida, ça fait des années qu'on en parle, des décennies qu'on en parle, mais on n'a pas évolué dans nos mentalités. Il y a toujours ce refus de l'autre, ce refus de ce qu'on ne connaît pas, et on refuse d'aller de l'avant dans la connaissance, dans la pratique des bonnes pratiques qui nous protègent de cette maladie. Et on a beau évoluer sur notre mode de vie, sur nos relations avec l'autre, mais sur la question de la maladie en elle-même, donc du sida en tant que maladie, en tant qu'arriver à prononcer le mot sida déjà. Donc déjà c'est un effort que la personne fait. On a déjà du mal à prononcer pour d'autres maladies. Exactement. Par exemple, pour dire cancer, on a du mal à le dire. Pour d'autres personnes, c'est difficile déjà de le dire. Tout à fait. Alors sida, c'est encore plus tabou. C'est encore plus tabou. Je dirais, c'est un poids pour la personne elle-même qui vit au quotidien la maladie, mais aussi pour son entourage, pour sa famille. Et c'est le regard de l'autre. On est une société qui n'est pas clémente, ni avec soi-même, ni avec l'autre. Donc tout ce que peut traverser la personne dans sa vie en parcours de maladie, qui n'est réellement qu'un reflet de ce qu'on refuse de notre vécu, et il y a un rejet. Et ce rejet se répercute sur notre quotidien, sur notre mode de fonctionnement, sur notre éducation, sur notre communication. Quand on dit « هذاك المرض », عنده هذاك المرض عنده عافانا الله منه يعني même on a instrumentalisé un petit peu la religion pour fuir la réalité, alors que la religion elle est là pour l'ouverture d'esprit, elle est là pour évoluer dans la connaissance. Le premier verset coranique c'est Iqra, donc c'est aller vers le savoir et non le refus du savoir et le refus d'évoluer dans nos pensées et dans notre mode de fonctionnement et dans notre mode de transmission de la connaissance. C'est un mode de connaissance qui doit être commencer déjà dès le jeune âge. Quand je dis dès le jeune âge, on commence déjà à parler, à accepter ce qu'on vit au quotidien, accepter ce qu'on a comme maladies qui sont recensées et donner cette culture sur cette maladie. Comment se protéger contre cette maladie ? Comment on peut être contaminé et quels sont les risques de la contamination. Donc déjà, quand on a ces informations, on ira facilement vers le diagnostic. Mais quand on n'a pas ces informations, même le diagnostic va être retardé. Donc quand on intervient en tant que professionnel, on intervient à un stade vraiment avancé de la maladie. Donc c'est tout ce mode de fonctionnement qu'il faudra revoir, il faudra évoluer dans notre mode de fonctionnement, dans notre mode de communication, et ça commence déjà dès les paliers primaires, donc dans la scolarité de l'enfant, la sensibilisation commence déjà très jeune, comme on parlait tout à l'heure hors antenne, donc déjà dans la cellule familiale, arriver à avoir cette ouverture d'esprit et arriver à briser cette glace et ces tabous qu'on a hérités de génération en génération. Oui. C'est pas toujours évident, et justement, docteur Bachira Belhadj. J'aimerais rajouter quelque chose. Allez-y, oui, bien sûr. Voilà. Alors c'est un virus comme d'autres virus, et il a existé depuis que le monde est monde, il est obligé d'exister, il est parmi nous, on n'a pas le choix de le refuser, c'est-à-dire on est obligé de mieux le comprendre pour qu'il ne soit pas ennemi par rapport à nous, à nos santé, à nos enfants. C'est une vraie menace, à vrai dire, alors on est obligé de le comprendre. Ce virus, d'autant plus qu'au début, on ne parle pas de sida. Une fois qu'il y a l'introduction du virus, c'est juste un virus qui détruit certaines cellules, c'est-à-dire que la personne, on peut agir à ce stade. Une fois le stade il est avancé, on va parler de sida. Pourquoi ne pas comprendre ce virus, sa façon d'agir, son mode d'action, comment agir contre ce virus et prendre beaucoup d'initiatives pour ne pas arriver au mot sida qui fait choquer tout le monde. Exactement. Voilà ce que je voulais rajouter. Et justement, les personnes qui sont addictes, qui sont en train de se traiter déjà par rapport à une addiction, sont souvent stigmatisées. Et c'est aussi une frange de la population qui est aussi à risque par rapport à ce virus-là. C'est plus difficile pour un addict de surmonter, on va dire, d'accepter peut-être le sida, d'accepter cette maladie. C'est un double problème. Pour l'addict, parce que généralement l'addict, non seulement il est stigmatisé, il se ressent, il appartient à une population à part que la nôtre, il se sent rejeté.
avec le problème de sida, automatiquement, et c'est la double stigmatisation. À vrai dire, c'est un double problème, ainsi que pour l'addict et pour la prise en charge aussi. C'est très, très délicat. Parce que l'addict, quand même, il représente quand même, déjà, il a sa maladie qui est l'addiction, qui est rejetée par tout le monde. L'addiction, c'est pas évident d'accepter. Il est victime déjà de son addiction. Il n'est pas coupable parce que souvent on le pointe du doigt et on dit qu'il est coupable. Voilà, j'ai déjà parlé que l'addiction était une maladie chronique qu'il faut prendre en considération. C'est-à-dire, il est sous l'empreinte de la substance. Et cette substance, elle est vraiment très, très dangereuse. Elle peut même bloquer la personne à réfléchir, à prendre des décisions. C'est très important pour que les gens ils puissent comprendre que cet addict est en train de souffrir. Et en plus de ça, avec les moyens d'injection, etc., il récolte tout ce genre d'affections, de maladies. Et parmi ces maladies, on a le VIH, le sida. Alors, je ne peux pas vous expliquer plus que ça. C'est très, très, très délicat. Qui est aussi une maladie chronique, le VIH. Exactement. Les deux sont chroniques. Exactement. L'addiction et le VIH. Et le virus. C'est très, très délicat. Oui. Voilà. Oui, vous vouliez rajouter? Je voulais rajouter juste que le VIH actuellement en Algérie, il est rentré parmi les pathologies ou bien les maladies qui sont parmi les maladies chroniques. C'était considéré avant comme une maladie mortelle. Aujourd'hui, il y a un traitement avec lequel on peut vivre. Voilà, la trithérapie. Donc c'est devenu une maladie chronique avec laquelle on peut vivre et vivre normalement comme tout le monde. On peut avoir des enfants, on peut se marier, avoir des enfants qui sont négatifs de sérologie. Voilà. Donc c'est possible de vivre avec le VIH, il faut juste que la société l'accepte aussi. Oui, alors la société c'est une autre tranche, mais à propos de la personne qui est un PVVH, personne vivant avec le VIH, une fois qu'il prend ses rétroviraux ou bien la trithérapie, il devient indétectable, donc charge virale indétectable, et ses décals augmentent jusqu'à 1000. Voilà, c'est le létaux. Il peut avoir des enfants, se marier, avoir des enfants négatifs. Une vie normale. Voilà, une vie normalement possible, c'est la norme. D'accord, voilà. Très bien. Ça reste juste un tabou. Oui. Je voudrais rajouter quelque chose, c'est qu'il faudra travailler aussi sur le fait que la personne accepte sa maladie, accepte d'assumer qu'elle est malade, qu'elle fasse l'effort d'être partie prenante de sa thérapie, parce que toute thérapie, si la personne n'est pas engagée, ne donnera pas les résultats escomptés. Donc il est très important que la personne s'accepte en tant que personne porteuse du virus, en tant que personne malade, en tant que personne qui se fait soigner. Donc ne pas avoir cette honte d'aller se faire soigner pour ça, et arriver aussi à être active dans la sensibilisation et la culture sur cette maladie. Parce que c'est les personnes qui sont malades qui transmettront mieux le message aux autres. Parce que c'est une preuve vivante que quand on suit son traitement, quand on est partie prenante de sa thérapie, on vit mieux notre quotidien. Donc même le sentiment de bien-être s'installe chez la personne, mais ça s'installe aussi dans la société. Et on brise ce tabou de maladie mortelle, de maladie qui n'a pas de traitement, de maladie qui est rejetée par l'environnement et par la société, mais aussi par le milieu familial. Parce qu'il ne faut pas oublier que le premier frein à la personne qui est malade, c'est la famille. C'est le regard qu'a la famille sur elle. On la stigmatise directement, en pensant directement que c'est une personne de mauvaise mœurs, c'est une personne qui n'a pas respecté les us et coutumes de la société, c'est une personne qui n'a pas de morale. Donc il faut briser ce tabou et aller de l'avant dans le côté scientifique de la maladie et de savoir que toute maladie a un traitement, il suffit d'être active dans sa thérapie. Pas facile d'accepter déjà le diagnostic. Et c'est là où le travail de toute... c'est un travail donc, pluridisciplinaire. Donc c'est le médecin, c'est les associations et la société active. C'est le médecin traitant, c'est le psychologue, c'est tout ça. Et la société civile a des amis qui acceptent. Et la société civile a un grand rôle parce que c'est elle qui est là pour soutenir, pour donner cette sensibilisation, pour accompagner la personne qui est malade, mais aussi son milieu familial et la société en entier. Et vous parlez de société civile et justement, je vous propose tout de suite un reportage. Notre journaliste Lamia Bedbouda qui est allée à la rencontre d'une association, justement qui aide les personnes malades du sida. On se retrouve juste après.
Malgré une lutte acharnée pour éradiquer le sida, les chiffres restent alarmants. À l'association AIDS Algérie et depuis une trentaine d'années, on met en place régulièrement des campagnes de sensibilisation et d'information auprès des populations ciblées. À quelques jours de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida, l'équipe passe en revue le programme et les actions. Madame, le 11. Le 11. Voilà, le 11. Résidence garçon. Garçon. Déjà, les activités de terrain ne changent pas. Aujourd'hui, on célèbre la Journée mondiale de lutte contre le sida. Cette année, au niveau de l'Algérie, le slogan c'est pour leadership citoyen pour une Algérie sans sida. Donc, on parle surtout de l'engagement du citoyen, l'engagement communautaire, l'engagement de la société civile pour justement aller mettre fin, éradiquer la transmission, éradiquer et casser la dynamique de la transmission du VIH-Sida qui reste toujours, au jour d'aujourd'hui, problématique. Pour vous dire que les chiffres de cette année sont un petit peu révélateurs. Il y a toujours un problème, il existe toujours un problème de transmission. On a 28 000 cas selon les estimations de l'ONU-SIDA et du gouvernement algérien. 28 000 cas de personnes potentiellement atteintes. Il y a 2200 nouveaux cas. C'est ça qui doit nous interpeller. C'est ça. Il y a toujours, la dynamique de la transmission existe toujours. Donc, nous, on doit travailler sur ça. On doit travailler sur casser la dynamique de la transmission pour pouvoir justement aller à l'ensemble, toucher l'ensemble de ces populations, toucher l'ensemble de la population algérienne pour qu'ils aient et la connaissance et la compétence pour faire face. La lutte contre le sida reste avant tout une bataille de prévention et d'information, car informer, c'est prévenir. Anwar et Romeissa et d'autres jeunes sont ce qu'on appelle des éducateurs pairs. Ils ont choisi le terrain pour sensibiliser les jeunes à travers distribution de flyers et moyens de protection et incitation au dépistage volontaire. Le travail du terrain est très difficile. En Algérie, malheureusement, il y a une catégorie de la population qui croit que le sida est mortel et que le VIH n'a pas de traitement et de médicaments. Le plus grand problème que je rencontre sur le terrain, c'est la stigmatisation et la discrimination associées au VIH. À mon avis, la hausse enregistrée, c'est à cause du manque d'informations. Quand on parle généralement aux jeunes, ils esquivent la question et se sentent pas concernés. Et pourtant, les chiffres sont là. On a aujourd'hui 2200 nouveaux cas et c'est alarmant. C'est très difficile. Vraiment, c'est difficile. C'est très difficile. Le message passe mieux avec les jeunes, surtout dans les milieux universitaires. Mais dès qu'on sort dans la rue, beaucoup n'acceptent même pas d'en parler, car c'est la maladie de la honte. Bien sûr, moi j'insiste pour qu'ils viennent se faire dépister volontairement. Dans mon approche, j'essaie vraiment de discuter et de relater le vécu des porteurs du virus. J'essaie le plus de me rapprocher d'eux. Linda Mahieddine a rejoint l'association AIDS Algérie en 2018. Formée en accompagnement psychologique des personnes en détresse, elle apporte soutien et réconfort aux porteurs du VIH. J'assure l'accompagnement psychologique, mais aussi médical au niveau de l'Qtar. Donc les médecins, la prise en charge médicale. Et en fait, tout ça, leur expliquer le processus et leur dire qu'au bout d'un moment, vous n'allez plus transmettre de virus. Il faut pas, par rapport à la stigmatisation, ils ont peur. C'est des personnes qui ne savent pas quoi faire et ils ont peur. Ils se disent qu'il y en a qui pensent au suicide, il y en a qui pensent... donc, كيفاش il réagit. Donc, notre rôle, c'est de les rassurer, c'est de leur dire que le médicament, il est disponible, il est gratuitement au niveau de l'hôpital. Et le seul moyen, je reviens juste, le seul moyen de connaître cette maladie, c'est le dépistage. Grâce aux médicaments, le sida est passé du statut de maladie mortelle à celui de maladie chronique, à condition d'avoir accès au traitement. Et l'essentiel est de se faire dépister. Le dépistage est volontaire, gratuit et anonyme.
Voilà, un reportage signé Lamia Bedbouda. Alors le dépistage est anonyme, c'est important de le Anonyme, dire. volontaire. Oui. Et volontaire, oui. Oui, anonyme et volontaire, ça sera les deux. Ça rassure quand on dit que c'est anonyme? Oui. Oui. Comment que ça se passe justement pour votre association sur le terrain? Comment que ça se passe avec les personnes atteintes ou les personnes non atteintes quand vous en parlez du sujet? Alors, quand on fait des séances de IEC, information, éducation et communication, on va parler c'est quoi le VIH, c'est quoi le sida, comment on va l'attraper, être infecté, est-ce qu'il y a un traitement? Non, la plupart ne savent pas, ils disent non, carrément non, ça n'existe pas, c'est la maladie de la honte, donc automatiquement il n'y a pas de traitement. Pourtant, on est dans un temps où on est super informé. Tout ce qui se passe, on le sait en deux secondes sur les réseaux sociaux, on est tous connectés, mais par rapport au sida, ça n'avance pas, on n'informe pas suffisamment par rapport au sida. On devrait plus en parler aussi sur les réseaux sociaux parce que c'est un canal qu'on pourrait utiliser aussi. Exactement. Oui. Malheureusement, les réseaux sociaux ne sont pas utilisés pour ça. On le voit par exemple pendant le mois de novembre et ce début de mois de décembre, on n'a pas eu d'influenceurs qui ont parlé de ça. Exactement, alors que c'est un sujet qu'ils doivent s'approprier. On n'a pas eu de communication sur les réseaux sociaux. Nous savons par exemple que maintenant le jeune passe le plus clair de son temps sur certains réseaux sociaux et certaines applications et c'est des minutes vraiment, ça ne dépasse pas une minute donc de vidéos. Oui. On n'a pas eu de vidéos sur ça. Donc comment arriver chez le jeune si on n'utilise pas les jeunes eux-mêmes pour en parler et si on n'utilise pas les canaux de communication qu'ils utilisent eux-mêmes, donc c'est toutes les applications qu'on a sur nos smartphones et dans tous les différents médias et arriver à avoir le même langage que le jeune. Parce que aussi la manière de parler aux jeunes est très importante. Arriver à se mettre au même niveau que ce jeune, transmettre l'information réelle et arriver à le mettre dans une réalité je dirais que parfois il essaye de déjouer. Tout le poids social, le poids des tabous fait que on fuit la réalité, on fuit la connaissance et on fuit le savoir aussi scientifique. Donc là, c'est arrivé à un petit peu à donner une communication simple, une communication sûre aussi et une information réelle de la réalité de ce qu'on a au quotidien. Donc de la réalité de la prise en charge, de la réalité de l'accompagnement qu'on offre à ce jeune et qu'on offre aussi à sa famille. Parce qu'on a deux personnes qui sont très importantes à prendre en charge. C'est la personne elle-même qui est malade et si on arrive à la diagnostiquer très jeune, c'est encore mieux. Donc déjà au début de la maladie et arriver à accompagner la famille. Quand je parle de famille, si la personne est célibataire, donc c'est le père, la mère, les frères et sœurs, etc. Parce que c'est le regard de soi et le regard de l'autre. Parce que en tant que parent, il y a une culpabilité, un sentiment de culpabilité chez les parents qu'ils ont failli à leur mission en tant que parents, ils ont failli à leur mission de protection, ils ont failli à leur mission de responsabilité. Ils se culpabilisent vis-à-vis de ça, mais aussi par la suite, c'est les frères et sœurs qui sentent qu'ils vont être stigmatisés par la société. Donc cet accompagnement est très important et c'est là le rôle des réseaux sociaux dans le fait d'arriver à un travail de sensibilisation réel, d'arriver à communiquer avec toutes les franges de la société et à arriver à aller vers les bas-fonds de la société aussi. Donc arriver à avoir une communication large et qui s'adapte à différentes franges de la société. Exactement. J'aimerais bien rajouter aussi qu'il faut offrir aussi beaucoup de renseignements concernant cette maladie, parce que les gens, ça parle de sida, tout le monde a peur d'avoir le sida quand même. Pourquoi arriver à parler du sida alors que le VIH, une fois qu'il est détecté, diagnostiqué, il n'y a pas de problème. La personne, elle peut vivre le plus normalement possible. Pourquoi l'étiqueter et parler de sida, par exemple? Si on part dans le cadre de prévention, je préfère sensibiliser les jeunes à dire que le virus VIH, il existe. Une fois qu'il est bien pris en charge au début, la personne, elle peut vivre le plus normalement possible. Sauf qu'elle va juste adhérer au traitement et en même temps, elle aura une petite hygiène de vie correcte, c'est-à-dire une nourriture bien équilibrée, une activité sportive, pas d'alcool, pas de tabac, tout simplement pour préserver une bonne qualité de vie. Tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut appuyer sur le virus VIH une fois qu'il y a l'introduction du virus, au lieu de parler de la conséquence. Parce que la conséquence, tout le monde a peur. Moi, je suis thérapeute. Si on me dit, vous avez sida,
Pour moi, c'est la fin du monde, c'est normal, c'est la peur. Mais une fois qu'on travaille le VIH, comment qu'il s'introduit dans le corps, une fois qu'il est bien dépisté, on le dépiste, il est là, on le contrôle, la personne, elle pourra vivre le plus normalement possible. Il me semble qu'il y aura de meilleurs résultats et les gens, ils vont s'approcher. C'est normal. On aura plus de population ciblée que d'autres. Et quand vous en parlez justement à vos patients addicts, vous les sensibilisez par rapport au VIH? Est-ce qu'ils connaissent justement, oui? Nous, le VIH, ils le connaissent très très bien, parce que du moment que c'est des injecteurs, lorsqu'on a des injecteurs, automatiquement, l'hépatite C, la syphilis, tout ce qui est dangereux, de toute façon, ils le savent. Ils le savent très très bien, mais c'est des gens ils ont un conditionnement tout simplement, ils sont esclaves de la substance, c'est une population à part, c'est-à-dire c'est des gens qui souffrent, mais ils sont obligés d'avoir leurs produits lorsqu'il y a un craving, il y a une envie impérieuse de consommer. C'est pas évident de lutter contre cette envie, c'est très difficile. C'est pour ça l'utilisation de seringues propres sont bénéfiques pour eux. Je le dis, je le redis, pour l'association. Ce qui fait, une fois que la personne addicte, elle vient au centre pour la prise en charge, automatiquement, elle accepte tout. La première chose qu'on fait, et c'est systématique, c'est le dépistage de toutes les maladies. Automatiquement, une fois qu'on trouve la maladie, on fait une lettre de liaison dans un centre spécialisé en infectieux et là-bas, ils font leur travail le plus correctement possible. Et nous, tout le temps, on rabâche, même avec la famille, même l'addict, s'il n'est pas bien, c'est-à-dire le tuteur, la maman, l'épouse, on est obligé de rabâcher à chaque fois. Vous avez ramené la charge virale, etc. On insiste énormément sur cela, parce que s'il ne sera pas victime, s'il ne va pas mourir de sa substance, il pourra mourir du virus. C'est une perte pour nous aussi. Surtout s'il ne se prend pas en charge. Exact, il ne peut pas se prendre en charge. On est obligé de répéter et répéter et répéter. D'accord. Alors aujourd'hui, on parle du sida et ses répercussions sur la santé mentale. Alors si vous avez des questions, si vous voulez témoigner, une seule chose à faire, c'est composer le numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors on parle du sida, on parle du VIH, du virus. Est-ce que... je vais vous poser une question et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Si on demandait à n'importe quel enfant s'il connaît le Covid... Quelle tranche d'âge? Attendez, laissez-moi finir. Je suis scientifique sur ça. Si on parle aux enfants, on va dire au primaire, ils sont déjà au courant, ils connaissent le Covid parce qu'ils ont arrêté l'école, ils ont été confinés, lavez-vous les mains, mettez des masques, ainsi de suite. Donc n'importe quel enfant aujourd'hui, on le prend, on lui demande est-ce que tu connais le Covid et comment ça se transmet et tout ça? Il est au courant de tout, mais si on lui parle du sida, à ce moment-là, il restera sans réponse. Oui. Est-ce qu'on n'en parle pas parce que ce n'est pas nouveau? C'est ancien. Donc c'est pas nouveau. Donc du coup on a moins peur parce que on va dire que c'est une vieille maladie. On est moins sensible par rapport à ça. On est moins sensible. On est mal informé, comme j'ai déjà redit. On est mal informé. On est moins sensible. C'est une maladie ancienne. C'est-à-dire ça va être les deux, ancienne et nouvelle. Pourquoi? Ancien, parce que ça existe depuis des années. Oui. Nouvelle, pour l'enfant, ou bien telle personne qui ne connaît pas l'information, c'est nouvelle pour lui. Oui. Chaque chose nouvelle pour lui, ça va être vraiment un refus, un rejet. Ça va y aller. Il ne va pas chercher carrément. D'accord. Oui. C'est aussi le fait que cet enfant n'a pas eu cette éducation sur cette maladie, alors que normalement, c'est une des maladies qui rentre dans les priorités de la sensibilisation et de la culture sur la manière de se protéger. Parce que si on donne l'information à l'enfant très jeune, il sera outillé pour faire face à cette maladie. Il sera outillé pour aller vers le diagnostic. Il sera outillé pour accepter le dépistage. Il sera outillé pour transmettre des messages clairs, nets et précis sur cette maladie. Mais si on ne donne pas cette éducation, ni dans la cellule familiale, ni dans la cellule éducative, quand je parle de cellule éducative, ça commence déjà à l'école, donc par la maîtresse avec laquelle il passe le plus clair de temps. C'est aussi par la suite ses camarades, c'est autant il va évoluer dans les différents paliers en allant vers le collège et le lycée, donc les horizons vont être plus larges et la communication doit être encore plus large et plus adaptée. Et arriver
arriver à donner une communication que l'enfant accepte, l'enfant et l'adolescent, parce qu'on est sur deux franges, deux catégories qui sont très réceptives au message qu'on leur donne, mais à condition que ce soit un message adapté à leur personnalité, à leur tranche d'âge, et que ça soit adapté aussi au langage au quotidien. Donc, arriver à donner une information scientifique claire, précise, de manière très, très fluide à l'enfant. Et c'est là aussi où le rôle des réseaux sociaux est très important, parce qu'on sait que maintenant, un enfant de 7-8 ans passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, sans aucun contrôle parental, malheureusement. Oui, on est en 2023, à l'approche de 2024, et le contrôle parental n'existe pas, malheureusement, chez nous, malgré que c'est offert, etc., mais les parents ne l'utilisent pas. Donc, tout ce que l'enfant va ramasser comme information, et de la désinformation, je dirais, par les réseaux sociaux, est plus important que l'information scientifique qu'on lui donnera. Donc, c'est là où on doit activer sur ces réseaux sociaux de manière ludique, de manière attractive, de manière sélective, pour arriver à avoir un travail de sensibilisation réel. Il ne suffit plus de distribuer des flyers, de distribuer des pins, de fêter une journée mondiale ou une journée nationale, mais c'est un travail au quotidien, un travail de sensibilisation au quotidien, à long terme. Exactement. Et ça commence. Slogans. Mais que ce soit aussi des slogans qui parlent à l'enfant, qui parlent à l'adolescent. L'image de ce règle, par exemple, qui est plein de microbes, etc. Pour les enfants, c'est important tout ça. Mais aussi que ce soit un truc que l'enfant accepte, que ce ne soit pas un truc figé. Parce qu'on voit, par exemple, certaines campagnes de sensibilisation qui ne parlent pas du tout à l'enfant. Ça passe vraiment inaperçu chez l'enfant. Même quand il verra cette vidéo, il ne donnera même pas d'importance. Mais si on s'approprie ce que l'enfant cherche maintenant, ce que l'enfant suit maintenant sur les réseaux sociaux, et on développe le même concept pour transmettre des informations scientifiques claires, qui sont vérifiables et qui ont de la valeur scientifique réelle et qui sont proposées par des professionnels. L'enfant sera plus réceptif à ça et utilisera ça dans son quotidien. Et il va vous parler de ça. Pourquoi la campagne sur la Covid a donné ça a marché? Parce qu'il y a eu du matraquage médiatique sur ça, il y a eu des messages adaptés à l'enfant. On a parlé plus à l'enfant qu'on a parlé à l'adulte. Qui a respecté les mesures de distanciation sociale? C'est les enfants. Qui a respecté les mesures d'hygiène? C'est les enfants jusqu'à maintenant. Alors que c'est eux qui rappellent à l'ordre les adultes aussi. Exactement, mais c'est les enfants aussi qui ont transmis ce message médiatique, qui ont fait partie des campagnes médiatiques et qui ont appliqué. Donc si on prend la même méthodologie avec ce type de virus qui font partie de notre quotidien, on ne peut plus fuir la réalité. C'est un virus qui existe, qui existera. Donc comment s'adapter, comment vivre avec et arriver à un dépistage précoce. Donc là, c'est le rôle de toutes les personnes qui travaillent dans les médias, qui travaillent dans le système éducatif, mais aussi dans le système de santé, pour arriver à donner un message qui soit le plus clair possible et le plus adapté à toutes les franges de la société. Et on ne va pas parler seulement à un enfant qui est à Alger, mais qui est au fin fond de l'Algérie, donc qui s'adapte à différentes catégories sociales. L'Algérie, ce n'est pas que Alger. Il faudrait adapter son langage par rapport à chaque région, à chaque coutume, à chaque façon de vivre, à chaque façon de voir les choses. Et sans heurter les sensibilités aussi. Donc, quand on s'adapte à différentes cultures et à différents environnements sociaux, on arrive à avoir des messages variés et qui soient plus réceptifs et qui parlent plus à toutes les franges de la société. Comme on va parler à un enfant, on va parler à une personne âgée, qui vont transmettre cette culture scientifique de la maladie et du virus. Et parlant d'adaptation, c'est qu'à l'époque, au passé, c'était une maladie mortelle. Il faudra s'adapter actuellement que c'est une maladie chronique. Une fois qu'on dit le VIH égale maladie chronique, c'est bon. C'est ça le but de l'émission. Une fois qu'elle est bien comprise, il n'y a pas la sonnette d'alarme. Voilà, exactement. On peut vivre le plus normalement possible. Il suffit juste une bonne compréhension de ce virus, comment qu'il agit, comment qu'il vit, tout simplement. Il vaut mieux bien le comprendre et agir et vivre avec aussi. Voilà. Il faut sensibiliser, justement, on est là aujourd'hui pour sensibiliser, pour parler de tout ça. Et vous, en tant qu'association aussi, vous activez sur le terrain. Comment que ça se passe? Alors, on en parlait tout à l'heure. Vous faites quoi au juste? Alors, vous avez des séances de sensibilisation, des formations, éducation et communication.
l'éducation. Actuellement, on est en train de faire la campagne de sensibilisation au niveau de sites universitaires. Très bien. Récemment, nous avons fait à Sidi Abdallah. Demain, ça sera bienvenue à tout le monde. On sera au niveau de l'ITFC, l'école. Alors, ça se passe, l'ITFC, d'accord, mais en général, vous activez tout au long de l'année ou il y a des dates où vous êtes plus Alors, actif beaucoup qu'autre plus, chose? Bon, ils nous décembre, oui. appellent au mois de décembre. Voilà. Au mois de décembre, venez, c'est chargé, chaque jour, si on veut dire, la radio et tout, etc. Mais par la fin, nous, on travaille au long de l'année. Les 12 mois, on les travaille. Si on va rajouter un 13e mois, un 13e mois, on va le rajouter. Mais il n'y a pas. Mais beaucoup plus, on travaille le mois de décembre. Ils nous appellent tous le mois de décembre. Mais nous, on travaille pendant toute l'année. Et justement, à l'université, vous avez des jeunes universitaires, des étudiants. Oui. Quelles sont les questions qui reviennent le plus? C'est quoi le sida? D'accord. Beaucoup plus, c'est quoi le sida? Et ils ne savent pas c'est quoi la différence entre VIH VIH et SIDA. Voilà, comment ça se transmet. La plupart, ils disent quoi faire et tout, mais il y a d'autres facteurs de transmission. Voilà, comment se protéger. Ils ne savent pas qu'il n'y a pas juste le VIH, il y a d'autres IST en parallèle. Si on parle de VIH, on parle des hépatites, on parle de la gonorrhée, la chlamydia, etc. Donc tout ça, c'est relié. Comment se protéger, voilà. Est-ce que ça existe un traitement? La plupart ils disent tous non, ça n'existe pas. Et en réalité, ça existe. Parce qu'actuellement, il y a les rétroviraux, la trithérapie. Donc, c'est des molécules et tout. En parallèle. Le stade précoce. Hein. Le stade précoce, oui. Voilà. C'est pour ça qu'on sensibilise, c'est pour ça qu'on Exactement. informe, pour se faire dépister. Et le dépistage est anonyme et volontaire. Voilà. C'est le dépistage S'ils précoce. acceptent, ok. S'ils n'acceptent pas, on essaie d'insister avec eux. Très bien. Voilà. Et vous faites le dépistage aussi? Oui. Vous Ce les n'est pas des accompagnez? tests rapides, c'est diagnostic carrément. C'est les 4 paramètres, c'est par les DSP. Donc les centres, on fait appel au centre dépistage ou bien centre dépistage référent. Donc demain, vous serez à l'ITFC, l'école. D'accord. Toute la journée? Journaliste. Oui, toute la journée. Très bien. Alors, le rendez-vous est après-demain, pris pour toute la journée. Après-demain? Ça sera Sidi Abdallah, Cube 1. D'accord. Sidi Abdallah, Cube 1. Alors, pour toutes les personnes qui Bienvenue à tout le voudraient s'informer, pour les étudiants qui voudraient s'informer, qui voudraient peut-être se faire dépister, pourquoi pas? C'est toujours bon de se faire dépister. Et pour avoir plus d'informations et sensibiliser, bien sûr. Alors, merci à vous, en tout cas, d'avoir participé. Merci, Dr Bachira Benhadj. Vous êtes médecin généraliste et addictologue. Merci pour votre participation. Je vous remercie. Monsieur Mehdi Rayyan Abbas, vous êtes président de l'association SOS SIDA et maladies infectieuses. Merci pour votre participation aussi. Je vous remercie. Docteur Samira Fekra, vous restez avec nous pour la rubrique conseils pratiques. D'accord, très bien. Et on se retrouve juste après cette petite pause musicale.
Après cette belle chanson de Terwida Falastiniya, c'est ça? Bonjour Wahida. Bonjour Monia, comment tu vas? Ça va très bien, bienvenue à toi. Wahida Selbjif nous a rejoint pour sa rubrique Wisher en fin d'émission. Et justement, la chanson s'inspire de. Enfin, la transition, c'est de ça que tu vas nous parler en fin d'émission. On va découvrir cette belle mélodie, ces beaux poèmes, et on va comprendre les messages cachés qui se cachent derrière. Très bien, ça marche. Mais tout de suite, nous allons passer à la rubrique Conseils pratiques. Alors, conseil pratique aujourd'hui avec vous, docteur Samia Fekresh, nous allons parler de la période de décembre. La période de décembre, c'est les examens. Oui, c'est la fin de l'année, mais c'est la fin de l'année. Donc, les examens pour les parents, c'est souvent beaucoup de stress, pour les enfants aussi. C'est souvent les parents qui transmettent leur stress à leurs enfants. C'est toujours. Oui. C'est toujours les parents qui transmettent leur stress aux enfants. Et c'est devenu assez culturel chez nous. C'est comme si c'était une compétition. Qui des parents va être le plus stressé et mettre la pression sur ses enfants? C'est devenu un sport national. Oui. Donc tout le monde se prépare aux examens. La semaine prochaine, c'est les examens. Hier, tout le monde parlait des examens. Justement, ça commence comment gérer le temps, à quelle heure on doit réveiller les enfants, à quelle heure on doit faire les révisions, le temps des révisions. Donc c'est devenu un problème national et d'année en année, ça devient plus compliqué et plus complexe. Donc là, c'est très important de dire stop. Calme. Il faut faire confiance à ses enfants d'un côté. Exactement. Aussi. Et arrêtons de mettre la pression sur les enfants. Hier, une dame me disait, oui, j'ai ma fille qui est en première année, normalement, ils ne font pas les examens, mais ils vont les amener à s'habituer aux examens. C'est la petite et première année, c'est ça? Ah oui. Et là, premier trimestre, il n'y a pas d'examen. C'est la sonnette d'alarme. Arrêtons ce stress sur les enfants. Arrêtons de stresser les parents, arrêtons de stresser les enfants en tant que parents. L'école est faite pour que l'enfant soit dans un milieu d'apprentissage. Quand on dit apprentissage, c'est qu'on a droit à l'erreur. On a droit à avoir une mauvaise note. On a droit d'avoir une mauvaise appréciation. C'est avec les erreurs qu'on apprend. C'est avec les erreurs qu'on apprend. Et c'est par l'apprentissage, c'est par l'exemple qu'on apprend. Donc s'il n'a pas cet apprentissage de l'échec à l'école, quand est-ce qu'il va avoir cet échec ? Donc apprenons à respecter l'échec et apprenons à faire respecter cet échec par l'enfant. Que l'échec n'est pas la fin du monde, c'est une transition vers un truc meilleur, vers un autre niveau meilleur. C'est un apprentissage de connaître ses limites. C'est un apprentissage aussi de savoir comment on doit se motiver soi-même. On n'attend pas que ce soit quelqu'un d'autre. Donc arrêtons de s'impliquer dans les révisions de l'enfant, dans la scolarité de l'enfant. Quand on parle d'implication des parents dans l'éducation de l'enfant et dans son apprentissage, c'est donner le cadre. Mais ce qu'il y a à l'intérieur du cadre, la toile, c'est à l'enfant de la fabriquer, de la laisser. Exactement. Donc, si cet enfant n'arrive pas à manier la plume seul pour écrire sur cette toile ou pour dessiner cette toile, à quel moment il va apprendre ça ? Donc, laissons de l'espace à l'enfant, laissons l'enfant respirer. Une maman me disait, oui, j'ai réveillé ce matin ma fille à 3h du matin pour apprendre. 3h du matin. Quand cet enfant se réveille à 3h du matin, comment il va garder sa concentration tout au long de la journée? Tout au long de la journée. Elle me fait, non, elle dort tôt et elle aura les examens à la matinée. Ok, mais les examens à la matinée, elle doit être lucide. Elle doit avoir les idées en place. Voilà. Et pour arriver à avoir un temps de reproduction, il faut avoir le temps de digérer ce qu'on a eu comme information. Elle me dit non, parce qu'elle a une mémoire à court terme, elle n'arrive pas à restituer les choses sur le long terme. On trouve des prétextes. Les parents commencent à donner des diagnostics, dire oui, mon enfant est comme ça. Et tout le monde est devenu professionnel de la matière. Oui. Alors que arrêtons de biaiser l'avenir de la connaissance chez l'enfant, l'avenir de la créativité chez l'enfant. Qu'est-ce qui différencie un enfant d'une autre tranche d'âge? C'est la créativité, c'est l'innovation. Un enfant arrive à assimiler au moment où nous, en tant qu'adultes, on n'assimile pas, arrive à nous donner des solutions à des problématiques très complexes à un âge très, très jeune. Il peut vous donner la solution à un conseil d'administration par sa manière d'agir et de jouer. Donc, faisons confiance à nos enfants.
changeons notre méthode d'évaluation de l'enfant. Même l'école doit évoluer dans ça. Arrêtons d'être figés dans la manière de donner l'information, de donner le savoir à l'enfant et d'évaluer l'enfant aussi. Donc même le système d'évaluation est biaisé. Arrêtons de comparer nos enfants. Pourquoi celui-là a eu un 20, c'est que beaucoup de toi tu as eu un 15. Justement, ton frère, j'ai pas eu de mal avec ton frère, mais toi, c'est pas évident. Déjà dès les premières années, quand les enfants rentrent à l'école, quand il y en a un qui est un peu plus âgé, donc surtout si le premier, ça coulait de source avec, et puis avec le deuxième, c'est pas comme pour le premier, on commence directement à comparer, oui, ton frère c'était beaucoup plus facile, toi tu as besoin de plus de révision, tu as besoin de cours de soutien, tu as besoin de ceci, donc limite on dit à l'enfant de quoi il a besoin sans le laisser s'exprimer, on lui colle ces étiquettes-là. Exactement, on colle des étiquettes, on colle des messages contraignants à l'enfant. Toi, tu n'arriveras jamais, l'autre est meilleur que toi, l'autre a eu une meilleure note que toi. Et l'enfant se mettra dans cette situation. Et l'enfant se mettra dans une situation d'échec continu. Donc, au lieu d'avoir cette capacité à se relever et à relever les défis, non, il va stagner. Donc, de trimestre en trimestre, il va régresser. Alors que le rôle, pourquoi on part du premier trimestre vers le deuxième, vers le troisième? C'est un système de progression. Donc, aller d'un trimestre qui est très lent, donc c'est le plus lent de tous les trimestres, un trimestre qui vient après 3 mois et demi de vacances, chez nous parce que c'est assez lent, et la reprise est toujours difficile parce que le temps d'adaptation est plus lent et plus dur aussi pour l'enfant et pour trouver ses repères. N'oublions pas aussi la répartition du temps de scolarité qui est très lent. Quand on voit le temps que l'enfant passe à l'école, il est énorme. Quand on voit le temps que l'enfant passe chez lui, il est très, très réduit. Et quand il arrive chez lui, c'est un système, c'est une deuxième école. C'est les devoirs, la pression des devoirs, c'est les cours particuliers. Quand je vois que des enfants qui sont en préscolaire commencent à prendre des cours particuliers, ça donne la sonnette d'alarme. Quand on est à l'âge de 5 ans et on prend... C'est le moment où on est censé alors que normalement jouer, que le ludique prennent plus de place. Là, on est en train d'aller dans le système de bourrage de crâne, donc bourrage d'informations où l'enfant ne comprend même pas la constitution de la phrase qu'on lui donne. Là, on passe aussi, il ne faut pas oublier la constitution de notre société. On utilise beaucoup le dialecte. Et par la suite, on va vers une langue qui est figée, des concepts qu'il n'a jamais entendus, qui ne correspondent pas à sa réalité au quotidien, ni du langage au quotidien qu'il a dans sa cellule familiale, ni dans le langage qu'il a dans les réseaux sociaux, dans les dessins animés, etc. Donc il faudra vraiment travailler sur ça et sensibiliser la famille, donc les parents surtout, sur l'importance de faire confiance à ses enfants. Pour faire confiance à ses enfants, il faut se faire confiance à soi-même. Donc, on a donné le cadre qu'il faut à nos enfants, que nos enfants ont des capacités, ont la capacité à se remettre debout et aussi ont la capacité à gérer plusieurs informations en même temps. Arriver aussi à respecter le temps de repos de l'enfant. L'enfant a besoin de se reposer. Si on veut que les informations qu'il a justement ingurgitées s'inscrivent dans sa mémoire, il faudrait bien qu'il dorme suffisamment, qu'il se repose. Et qu'il mange équilibré. Qu'il mange équilibré et qu'il mange donc très tôt, pas très tard, et qu'il dorme aussi très tôt. Parce que quand on voit que par exemple il y a des parents qui vont faire veiller leurs enfants pendant cette période, pendant cette semaine, jusqu'à 11h du soir, minuit, et les réveiller très tôt le matin pour une deuxième révision. Est-ce que ça sert à quelque chose justement les révisions de dernière minute? Non. Je dirais aux parents, ça ne sert absolument à rien. On a l'impression que notre enfant a plus de capacité à restituer l'information, alors que réellement non. On est là à faire de la pression, et c'est plus l'enfant va agir par peur. Et c'est parfois cette peur peut avoir deux réactions totalement différentes. Il y a des enfants par la peur, il va essayer de restituer le maximum. Il y a un enfant par la peur, il fait un blocage. Et c'est là où il va vous dire j'ai eu le trac, je ne me rappelais plus de rien, ou bien il va nous développer une maladie psychosomatique. On le voit pendant la période des examens, des rhinopharyngites, des intoxications, des douleurs abdominales, des maux de tête. Donc tout ça, ce n'est qu'un signe de la peur chez l'enfant. Et c'est là où l'enfant va
va fuir l'école. Donc, soit fuir par les absences parce que c'est une maladie psychosomatique, soit fuir, il arrive devant l'école, les parents partent et lui, il ressort. Voilà. Et on a beaucoup de cas pendant les premiers trimestres des parents qui vont se plaindre de ça. Réellement, c'est toute cette pression sociale qu'on est en train de faire vivre à l'enfant et c'est devenu un environnement infernal. On a l'impression que les maisons sont devenues des casernes. Voilà. Donc tout le fais ci, fais ça, fais pas ci, range ta chambre, révise, apprends, dors tôt, lève-toi, mange, alors qu'on devrait plus être dans le jeu, dans aérer l'esprit de l'enfant, voilà. Aérer son environnement. Arrêter d'être trop strict aussi trop avec strict les enfants. Et arrêter de se prendre pour un deuxième enseignant à la maison. Surtout. On n'est pas enseignant, on est parents. Et faisons confiance aux enfants. Faisons confiance à nos enfants. Laissez nos enfants avoir le temps de digérer ce qu'ils ont eu comme information à l'école. Laissant l'enfant reproduire ce qu'il arrive à reproduire et à sa manière aussi. Oui. Donc on n'a pas besoin de perroquet. Oui. On a besoin d'un enfant qui est dans la créativité, qui est dans l'innovation, un enfant qui se fait confiance pour s'exprimer et apprendre à notre enfant à accepter l'échec, à accepter qu'il a oublié, qu'il a eu une mauvaise note. Parfois, la mauvaise note, c'est quoi pour les parents? C'est avoir un 12 sur 20. Je me rappelle d'un enfant qui me disait papa et maman n'arrivent pas à comprendre que c'est la moyenne de la classe. De la classe. C'est aussi que peut-être dans la classe, il n'y a pas eu de 20 sur 20. Il y a eu un... Et c'est quoi un quantitatif par rapport à un qualitatif? Voilà, un 12 sur 20 avec un élève qui a compris. Au lieu toujours mieux qu'un 18, un 20 avec un élève qui a juste appris mot à mot. Mot à mot, qui est lobotomisé, voilà. Qui est là pour reproduire mot à mot sans aucune innovation, alors qu'il peut avoir un 12 sur 20 ou avoir un 5 sur 20, mais il a de l'innovation, il a de la créativité, et il arrive à accepter ce 5 sur 20, il sait pourquoi il a eu ce 5 sur 20 et il sait qu'est-ce qu'il doit mettre comme outil le prochain trimestre pour aller de l'avant. Et c'est l'exercice le plus important qu'il faudra apprendre à nos enfants et à faire confiance à leur potentiel. Chaque enfant a un potentiel, c'est comme les doigts de la main. On ne peut pas supprimer un doigt. Chaque doigt est utile. Tous les doigts sont utiles et on doit apprendre à nos enfants à travailler dans cette synergie et à accepter nos points forts, nos points faibles. Et c'est par ces points faibles qu'on arrive à aller de l'avant et à réussir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Alors on passe tout de suite à la rubrique de Wahida Salim Chérif. Wichel, juste après ceci, tout simplement. Alors, Wahida, avec toi, nous allons parler de At-Tarwida al-Falastiniya. Oui. Alors, cette belle chanson qu'on a écoutée tout à l'heure, je vais vous faire écouter un deuxième morceau là tout de suite pour découvrir un deuxième type. En fait, ça s'appelle At-Tarwida al-Falastiniya ou bien Al-Melloula. Lorsque vous allez écouter ce deuxième extrait, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit Al-Melloula. Melloula, d'accord. Voilà. ما بدي منك لكم خلعة ولا لا لا بدي زنار بين اليوم يوم عيني للهنا يا روح ما بدي منك لكم خلعة ولا لا لا بدي ملبوس بين Alors, vous avez entendu, il y a la lettre L qui se répète. Ma beddi minkum, au lieu de dire minkum, melilkum. Donc elle répète. Donc c'est des mots codés. Exactement. Tout simplement, c'est une forme folklorique ingénieuse que les femmes palestiniennes ont utilisée durant l'occupation en Palestine. Ces mots, ils sont énigmatiques pour ceux qui ne comprennent pas la langue arabe, y compris nous aussi. Dès qu'on l'écoute la première fois, on a du mal à comprendre le message, mais si on se concentre doublement, on va se rendre compte qu'il y a des mots qu'on a déjà entendu parler quelque part, mais ils sont prononcés autrement. Donc imaginez pour un étranger qui ne maîtrise pas la langue arabe. Il va encore plus compliqué. Voilà, c'est plus compliqué. Donc c'est un code indéchiffrables pour les personnes qui ne s'expriment pas en langue, qui ne maîtrisent pas la langue. Ils ont été réalisés et façonnés comme une langue secrète. Donc c'était une langue secrète utilisée, délibérément élaborée pour défier la compréhension des
des autorités occupantes qui ont bien une connaissance limitée en langue arabe. Bien sûr, on a vu ces derniers temps, ils essaient de maîtriser la langue, mais ils sont encore loin pour la comprendre. Donc, employés pour transmettre des messages codés, des messages qu'on n'a pas envie spécialement que l'autre partie comprenne. Donc, c'est des messages... En fait, comment ça se passe? Les mamans se regroupaient, passaient devant des prisons pour passer des messages aux prisonniers pour leur dire « Soyez courageux, soyez forts ». Oui, on écoute. Donc encore, voilà, il oui. y a Tali'in al-Jabal, on va monter. Parce qu'en fait, les prisons, au début, c'était vraiment au sommet de la montagne pour les éloigner de la population, pour ne pas avoir de risque de les libérer ou quoi que ce soit. Les femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Il y a Tali'in al-Jabal, il y a Tali'in al-Jabal, donc ils ne vont pas comprendre. Soyez forts, soyez courageux, préparez-vous, la libération, ça va être pour bientôt. Ils donnent même le jour et l'heure à quelle heure ça se passe. Donc le jour, ils disent c'est tel jour, à telle date, lorsque le soleil va se coucher. Donc vous allez voir un groupe, elle décrit même le groupe d'hommes qui va venir les libérer. Donc tout ça, en passant devant l'occupant qui comprend absolument rien. Il se dit, en chantant. Il se dit c'est un groupe de femmes, elles sont venues nous embêter, mais en réalité, elles passent un message. Et aujourd'hui encore, on entend de plus en plus ces chansons, de nombreux résidents, que ce soit au niveau de la Palestine ou tout simplement qui sont exilés malheureusement, chantent et essaient de faire revivre el-Melloula ou el-Tawida. Donc ils utilisent ça comme un chant pour les enfants, donc pour un peu leur rafraîchir la mémoire, pour leur raconter leur histoire. Elles utilisent ce genre de chant parce que malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on leur interdit de s'exprimer en leur langue, on leur interdit de raconter leurs belles histoires. Et malheureusement, on essaie toujours de trouver les moyens et c'est el-Melloula ou bien Tawida. C'est une illustration qui est vraiment poignante de la tradition. Donc c'est une mélodie codée qui est généralement, c'est les mamans des prisonniers qui les racontent, mais en fait, ça se transmet de génération en génération. Même si maintenant, il y a des jeunes qui n'ont pas vraiment de prisonniers dans leur famille, mais ils reproduisent ça. C'est une manière de montrer leur solidarité avec les prisonniers. Et ça fait partie du patrimoine aussi. Exactement, donc, tout simplement. Donc, même la mélodie, c'est pas vraiment triste. Il y a deux types de mélodies. Ça remonte le moral, c'est une mélodie motivante. Et en fait, parce que si, imaginez, j'ai la chance d'avoir un docteur en face de moi, si on a des prisonniers et on va leur chanter une mélodie triste, ça va encore les... Exactement, ce n'est pas monotone, donc il y a de la dynamique aussi dans la mélodie. Et c'est cette dynamique qui va, comme disait Wahida, qui va remonter le moral des troupes, donc des prisonniers, et qui va les amener à avoir une lueur d'espoir et avoir aussi cette transmission avec du message de l'extérieur vers l'intérieur. Et ça, c'est très important. Et c'est ce patrimoine immatériel qui est très riche, qui a beaucoup de valeur et qui se transmet de génération en génération et surtout qu'on transmet aux enfants. Donc, et ça permet de faire vivre ce patrimoine le plus longtemps possible. Et le message est transmis par des femmes et non pas des hommes. C'est plus doux, ça passe mieux. Et puis l'occupant ne va pas s'en rendre compte, il ne va pas se douter, il va dire un regroupement d'hommes, c'est que je dois faire attention. Les femmes, elles sont douces et leurs voix, elles sont rassurantes. Exactement. Donc, en gros, voilà. Et c'est là aussi qu'on voit un petit peu le machiavélisme de l'occupant. Cette fois-ci, il s'est attaqué directement aux enfants et aux femmes parce que c'est la richesse d'une nation, c'est la richesse d'un peuple et c'est eux qui transmettent le message et qui sont le plus proches de l'autre. Donc quand c'est une femme qui transmet ce message, elle le transmettra à différentes franges de la société, elle le transmettra aux enfants. Exactement. Et c'est la reproduction. Donc ils sont en train d'anéantir pas seulement la culture qu'ils ont essayé d'anéantir pendant des années, mais l'identité palestinienne, mais c'est l'identité maintenant et le principe de l'humain. Donc la valeur humaine n'a plus de place chez l'occupant. Et on ne le dit jamais assez, le peuple palestinien est un peuple résilient. Exactement. Qui va faire tout pour reprendre ces termes, Inch'Allah. Merci Wahida. Avec plaisir, Mounia. Allez, demain, on te retrouve aussi demain pour une nouvelle rubrique. Demain, tu nous parles de surprise. On laisse un peu de suspense, comme ça on va retrouver nos chers téléspectateurs demain. En tout cas, aujourd'hui, on a parlé de l'impact du sida et de la maladie du VIH-sida et son impact sur la santé mentale.
Nous avons parlé aussi des examens du mois de décembre, du premier trimestre plutôt. Les examens du premier trimestre, une période assez stressante pour les parents et comme pour les enfants aussi. Et ça a commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était le premier jour des examens. Alors, chers parents, zen, ça va bien se passer. Faites confiance à vos enfants. Et les enfants, zen aussi, tout simplement, n'est-ce pas? C'est très important. C'est très important de se dire, on a fait ce qu'il fallait faire pendant tout le trimestre. Et maintenant, ce n'est qu'une partie de la vie, c'est l'évaluation. Et on verra ce que ça donnera. Et ça donnera ce que ça donnera. On assume nos résultats et on assume le fait d'aller de l'avant au prochain trimestre. Très bien. Merci, Dr Samela Fekra, vous êtes psychologue et directrice d'un centre de recherche et d'application psychologique. Merci d'avoir participé à toute l'émission aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Merci. Merci Wahida, on se retrouve demain. Je vous souhaite une bonne journée avec le reste des programmes de la chaîne Canal Algérie. Et on se retrouve demain à 10h30, toujours en direct sur Canal Algérie. Au revoir. عند العونة ونجد الجد نفدي ترابك وطننا